Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des super pouvoirs supplémentaires. J'ai besoin de tes lumières. Je peux avoir une écoute critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un avis tranché. Il n'existe pas de pour de vrai, Howard. Tout ça, ce n'est que du vent. On ne nie pas une réalité parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Il faut jamais avoir confiance en ce qu'on voit. Et si les gens étaient attentifs, la magie n'existerait pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette 6e émission pour parler prosélytisme et propagande avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Gabriel. Ah bah non, ça c'est Vivien pour le coup. Ah bah oui. Ouais. Écoute, je suis désolé, je pense que Gabriel c'est ce film qui a retourné toutes mes convictions, mes certitudes. Je ne sais plus qui est qui. C'est te dire à quel point il m'a chamboulé. Ça doit être ça. Nous avons aussi avec nous Si c'est faux. Bonjour, ça faisait longtemps, je suis contente. Bienvenue parmi nous à nouveau. Tu es de retour pour nous De jouer retour. un mauvais tour. Oh oui, si tu savais ce que je te prépare. Et nous avons aussi avec nous aujourd'hui Troutski. Salut Troutski. Hello. C'est ta 2e émission, c'est ça, si je ne me Yes. trompe pas. Ouais, deuxième enregistrement, c'est cool. J'ai moins aimé le film, un petit peu, mais Mais ça, on aura tout le temps d'en parler par la suite. Et avant ça, je vais juste rappeler un petit peu le principe de l'émission. Donc, nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables, particulièrement aujourd'hui. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil, avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien que franchement, aujourd'hui, la différence entre spoil et non spoil, à mon avis, ça va pas être très évident. Et bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité, et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord et sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films. Nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez faire des dons occasionnels ou réguliers via PayPal ou Helloasso. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons maintenant au film du jour, Jésus l'enquête. Et si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais? Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue? Je suis certain que tu n'arriveras pas à appuyer sur la gâchette. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection? Concernant la tombe vide, Sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? nous fondons tous nos vies sur quelque chose. Bien que j'aurais été enchantée de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen entend soudainement une réalité humaine. Jésus l'enquête est un film réalisé par John Gunn, à qui nous devons, pas grand-chose en fait, et sans doute heureusement. Du moins, il a réalisé un autre film sur à peu près le même thème qui se nomme Avez-vous la foi? Voilà, ça nous en dit beaucoup. Donc, film qui est sorti en 2015. À part ça, franchement, les autres, je vais même pas me forcer à les citer. Sur Wikipédia, le lien est rouge, c'est-à-dire que ça amène absolument à rien. Donc, il n'y a rien d'intéressant. Okay. Jésus l'enquête, lui, est sorti en 2018 en France et s'inspire de l'histoire vraie de Lee Strobel. Dans les années 1980, ce journaliste d'investigation au Chicago Tribune, vous remarquez l'accent anglais magnifique, se heurte à la conversion de sa femme à la foi chrétienne évangélique. Étant athée, il entame alors des recherches pour prouver que Jésus-Christ n'a jamais ressuscité, mais il est très loin de se douter de ce qu'il va trouver. Et nous aussi, il faut bien le dire. Voilà. Je pense que les multiples petites références dans cette introduction de l'émission indiquent globalement ce qu'on a pensé du film, mais je pense que franchement, j'ai envie de commencer par Trotsky, parce que je sens que Trotsky a vraiment envie de
de commencer sur ce film. C'est très difficile de parler de ce film Ouais. sans spoil, en fait, parce que c'est le pitch, en fait. Tu parles de ce film sans spoil, tu fais juste le pitch, quoi, et puis c'est tout, quoi. Ouais, mais autrement, comment t'as trouvé le film? Est-ce que ça t'a intéressé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? En bien ou en mal? C'était long, très, très long. J'ai vraiment galéré. En plus, ouais, je l'ai regardé tard dans la nuit, j'étais fatigué, j'en pouvais plus, j'attendais que ça se termine. C'était infernal, c'était l'enfer, voilà, le vrai enfer, c'est ça, c'est ce film, je trouve. Mmh. Mais En deuxième après Holocene quand même, hein, ne soyons pas mauvaise langue. voilà, après le jeu d'acteur était sympa, mais voilà, en gros, c'est un film sur la conversion, catholique, enfin, et c'est un film pro conversion catho, quoi. Même, je veux dire, on en parlera peut-être plus après, mais sa façon de mener l'enquête, je sais pas où il a eu son diplôme de journaliste, le mec, quoi, mais c'est chaud, quoi. Et pourtant, au début du film, on te montre bien que voilà, c'est un grand journaliste reconnu pour voilà, le fait qu'il s'attaque aux faits. euh, voilà, je sais pas, pour son Alors intégrité. c'est bien pour ça que ce film est intéressant justement et c'est pour ça qu'on en parle. On parlerait pas de ce film s'il n'y avait pas justement ce côté enquête à l'intérieur du film, c'est-à-dire vraiment d'un journaliste qui va enquêter donc sur la résurrection du Christ, par du principe que le truc à démonter dans la religion chrétienne, c'est la résurrection de Jésus et que s'il est capable de réfuter cette hypothèse, en tout cas cette croyance, il serait capable justement de déconvertir sa femme qui est donc sur une pente où elle commence à rentrer dans la croyance. Et c'est pour ça vraiment qu'on parle de ce film. C'est pour vraiment ce côté enquête et vraiment voir si ce côté enquête, voilà, est-ce qu'il est bien mené ou pas du tout. Et ça, je pense qu'on approfondira peut-être un petit peu plus dans la deuxième partie. Mais je pense que globalement, voilà, on a compris ton ressenti face au film. Est-ce que toi, si c'est faux, tu as un peu le même ressenti par rapport à ce film? Je l'ai regardé 2 fois et en fait, la première fois, c'était super dur pour moi parce que ça renvoyait à plein de choses que j'ai vécues moi-même, notamment l'enfant qui manque de mourir l'enfant qui manque de mourir et la croyance derrière il va y avoir des conséquences sur la croyance. Ça me renvoie Oui, à ce donc que j'ai vécu moi. pour expliquer cette scène, donc J'y viens. ce journaliste, donc avec sa ouais, tu veux expliquer la scène? Vas-y. Ah bah vas-y, ça fait plaisir. Non, mais c'est pour expliquer vraiment le rôle de cette scène-là dans le film, c'est-à-dire qu'effectivement, donc on a un journaliste, tout se passe bien dans sa vie, il reçoit des prix, Oui. etc. de journalisme, et en fêtant un prix avec sa femme au restaurant et puis son enfant, sa fille manque de s'étouffer avec un bonbon, et donc on a une infirmière, c'est ça, une infirmière qui est là, qui sauve sa fille de l'étouffement. Et cette infirmière-là, il se trouve justement que c'est une chrétienne tendance église évangélique. On n'est pas sur du catholique, sur l'église catholique romaine, hein. Et, euh, et donc, elle attribue le fait qu'elle a sauvé sa fille à Dieu parce qu'elle n'était pas censée se trouver dans ce restaurant-là. Ce soir-là, en fait, elle dit qu'elle a senti une puissance supérieure qui l'a attirée dans ce restaurant-là et que précisément, donc, s'il y a une puissance supérieure qui l'a attirée là, c'est que c'était la main de Dieu, etc. Et donc cet événement va fortement impacter la femme, donc qui s'appelle, si je retrouve mes notes, Leslie, si je me rappelle bien. Leslie. Donc la femme Non, du Leslie, journaliste qui va, à partir de ce moment-là, commencer à rentrer dans les églises évangéliques. C'est ça. Et donc moi, ça me renvoie à quelque chose que j'ai vécu moi, où j'ai failli perdre ma fille, et derrière, les croyances ont augmenté, quoi. Donc déjà, ça va me mettre mal. Et en plus, en ce moment, je suis dans une période un peu compliquée pour moi, où vraiment ma vie, elle est froide, je suis seule, je me sens pas bien. Et voilà, et de voir cette mère qui a eu peur pour son enfant et qui trouve du réconfort quelque part, bah moi, quand on trouve pas en ce moment, ça me met un peu mal. Et puis, il y a eu plein d'autres choses comme ça. Donc, je l'ai regardé une deuxième fois. Et bon, la deuxième fois, ça se passe bien, mais bah, je suis déçue parce que voilà, on a un journaliste qui fait très bien son travail, bon, qui se plante dans le film, mais qui fait quand même bien son travail, et qui, dans son enquête, va être complètement à côté de la plaque, quoi. Qui est pas du tout professionnel, en fait. Et ça va beaucoup m'agacer, ça va rendre le film très compliqué. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait été intéressant d'avoir
d'avoir une enquête, voilà, vraiment plus approfondie, mieux présentée, et cetera. Oui, puis l'aspect Et à enquête, mettre, cet ouais, et aspect à enquête est vraiment intéressant, quoi. Ça nous entraîne finalement, c'est une question. Puis enfin, le film, à mon avis, à mon sens, commence vachement bien. Il y a notamment une phrase qui est citée vraiment au tout début du film, donc quand il remercie toutes les personnes qui ont contribué à son prix de journalisme. Alors le film commence là-dessus, où il déclame genre, les faits sont le seul chemin qui mène à la vérité, les faits sont notre plus grande arme face à la superstition, face à l'ignorance et face à la tyrannie. Et ça, franchement, ça, voilà, on se dit, voilà, c'est un journaliste qui est voilà, assez carré Mm. sur sa méthode. Effectivement, comme tu le dis, on va voir que par la suite, ça va être moins le cas, quoi. Et c'est très dommage parce que si on avait eu un journaliste, voilà, qui mène une enquête, mais vraiment balèze, et t'aurais mis ça en parallèle à quelqu'un qui trouve la foi, enfin quelqu'un qui, voilà, qui commence à croire en Dieu parce que bah elle a la foi qui commence à naître en fait et qu'elle sent, ça aurait été vraiment hyper intéressant quoi. Quelqu'un qui va être amené à croire en Dieu parce qu'il pense avoir des preuves solides, des preuves scientifiques, des preuves tangibles, des preuves de journaliste, et quelqu'un qui a la foi, c'est-à-dire qui ressent l'amour de Dieu. Et, euh, mais au final, voilà, on a, je trouve que c'est assez bien mené l'évolution de la maman, comment elle s'appelle, Leslie. Alors que lui, et comme disait Trotsky, voilà, il lutte, puis il regarde son petit tableau, il nous met une petite musique, il rentre à la maison, il prie Dieu avec la Bible. Non, c'est beaucoup trop rapide, ça marche pas comme ça. Quand je suis une ex-déconvertie de plein de croyances, je discute régulièrement avec des ex-déconvertis de plein de croyances. Ça marche pas comme ça, c'est pas réaliste, quoi. Mais moi, je crois qu'il y a surtout là derrière voilà, on sent surtout de l'intention du réalisateur derrière le fait que ce journaliste, finalement, c'est pas un bon journaliste. On le présente comme un bon journaliste, mais quand on lui dit que il y a une personne qui atteste qu'il y a eu 500 témoins, pour lui, c'est comme s'il y avait eu 500 témoins. Bah, enfin, il y a quelque chose qui cloche quand même. Quand on lui parle du Saint-Suaire de Turin, qui serait l'original serait à Rome, bah, apparemment, le Saint-Suaire de Turin, il a quand même été daté au carbone 14 et on sait que ce qui date pas vraiment qu'il y a pas vraiment d'original. Enfin, Mais attends, mec, je crois que je crois que c'est un moment assez intéressant dans le film parce que si je me rappelle bien sur ce passage-là, le prêtre dit justement que le sueur n'a jamais été authentifié. sauf Il que le c'est dit, je faux. crois. Il... Oui, Ah oui, c'est oui, possible. alors vous l'entendez dans ce sens-là, parce que moi j'ai Mais jamais. Alors moi j'ai entendu, il a jamais été authentifié, comme quoi c'était le vrai suaire, quoi. ouais, mais bon, c'est dur une demi-vérité puisque n'a jamais été authentifié, ça ne dit pas qu'il a été prouvé que c'était un faux, alors que Ouais, pourtant, il a été prouvé que c'était un faux. ouais. Oui, Donc Mais d'accord, ouais, je comprends ce que tu veux dire. il Mais dit pas ils que auraient. Enfin, l'original, il dit pas que l'original est conservé en À Italie, Rome. Bah si, il justement. me semble, oui. mmh. Non, il oui, oui, mais conteste il parle pas, de tu vois, l'original sur quand ça. il dit qu'il a jamais été authentifié, à mon sens. Enfin, je sais pas, faudrait Ah oui, il revoir. parle de l'original, hein, bien sûr. Ouais, c'est ça. Alors moi, c'est vrai que j'ai Ouais, entendu, il n'a d'accord, pas été d'accord. authentifié, donc moi, c'est vrai que j'ai entendu peut-être de la manière, s'il n'a pas été authentifié, c'est que ça n'a pas été prouvé que voilà, c'est un suaire réel. Et surtout, ça m'a assez étonné dans le film en me disant, ah tiens, c'est bizarre quand même, il défendrait la thèse comme quoi, surtout, le suaire n'est pas un vrai, quoi. Donc quelque part, il y aurait aussi un recul sur certaines choses. Mais en fait, effectivement, si je ferais ce que tu dis, en fait, me semble plus convenir à l'idée du film qui est totalement, De laisser totalement faire la foi. Ouais. ouais, enfin, Mhm. clairement, enfin, tout va dans ce sens-là, quoi. Il n'y a pas un seul contre-argument dans le film. Et c'est pour ça que justement, ce passage-là était celui qui m'étonnait un peu plus. Mais avant de s'étaler plus là-dessus, toi, Geoffrey, tu nous as pas forcément dit ce que tu pensais du film dans sa globalité. Oui, c'est normal, j'ai un peu peur, en fait, depuis que je l'ai vu, parce que je suis également, journaliste marié qui attend un enfant. J'ai peur de me mettre à croire en Dieu soudainement. Je je Mais suis donc dans est-ce mon que tu as coin eu des prix de moulin-rouge. journalisme? Non, j'ai jamais eu de prix de journalisme, alors peut-être que ça m'arrivera pas, je sais pas. Hem Et puis, non, alors effectivement, je dirais pas que ce journaliste était pas un bon journaliste au vu de la méthode qu'il utilise, mais effectivement, on ne sait pas vraiment quel a été son cheminement. Je n'ai pas lu le livre qui est une autobiographie dont est inspiré le film. À Oui, c'est mon vrai, avis, c'est il y une a histoire vraie. quelques étapes, supplémentaires quand même, à cette conversion. Du coup, je pense pas que ça se soit fait aussi rapidement effectivement. Puis on voit que en fait, qui amène je suppose que ce sont également des événements qui se sont produits finalement, le changement final, on le prépare depuis le début, c'est des états de vulnérabilité émotionnelle successifs, une erreur professionnelle qui a coûté,
de la prison et son intégrité physique à un innocent. La perte du père, du coup, qui est vue en plus là-dedans comme symbolique, puisque en fait, tant qu'on rejette le père et tant que on est en conflit avec le père, on peut pas résoudre nos conflits avec Dieu qui représente le père. Et une fois qu'il y a plus de père, pouf, la place est libre. Voilà. Donc, comme par magie, tout se résout aussi. Ouais, ça aussi, je m'étais fait la même réflexion. Je me suis dit, ah bah voilà, son papa il meurt, et en plus il sait que son papa l'aimait, donc du coup il peut laisser un autre papa l'aimer. Allez hop. Non. D'ailleurs, je reviens encore Ah. avec le film Jackie Brown, mais le papa, c'est le prêteur sur gage dans Jackie Brown. Ah. C'est moi ou à chaque fois que tu viens dans une émission, on est obligé de parler de Jackie Brown? Ouais, je sais pas, j'aime beaucoup ce film. Et c'est un acteur qu'on voit régulièrement. De toute façon, je sais plus son. Mais c'est pas Tommy Lee Jones en plus, le papa? Non, pas Tommy Lee Ah Jones. non, non, non. Non, non, il y a un petit air, quoi, mais c'est Oui, pas- voilà, c'est pour ça que je confonds. Mais comment s'appelle cet acteur? On le retrouvera plus tard. Ouais. Bon, conclusion, moi, le film, effectivement, je pense pas que ce soit un mauvais film, parce qu'après, pour en parler en tant qu'œuvre, comme dirait Vivien, il a des qualités indéniables artistiques, n'est-ce pas? C'est pas moi qui ai dit ça, j'ai tiré ça. C'était de l'ironie. Et C'est bien, ouais. ça sortait d'un site catholique, genre ultra catho, quoi. Donc, Ouais. et c'est les seuls que j'ai vu avancer la thèse comme quoi il y avait enfin, comme quoi c'était une œuvre artistique indéniable. Mmh. Bon, c'est un film qui est très académique hein, dans sa mise en scène. Voilà. Il utilise vraiment tous les codes du film journalistique américain. Je veux dire, si vous regardez les films de Spielberg sur le sujet, ou Zodiac, ou n'importe quoi, ils sont tous construits de la même manière. Jusque dans la colorimétrie, en fait, on retrouve des couleurs qui sont là pour nous rappeler qu'on est bien dans les années 80 et qu'on est bien dans une salle de rédaction bien macho, tout ça. Ça fonctionne, du coup. Donc, le film m'a déplu, mais il est pas mauvais en soi. Il m'a déplu parce qu'effectivement, il vient heurter mes convictions. Donc déjà, moi, ça me fait m'interroger et le prendre avec un certain sérieux quand même, parce que quelque chose qui agresse mes convictions comme ça, j'ai envie de savoir s'il est crédible finalement. Ah, tu me Donc fais plaisir. ouais, donc mon réflexe derrière, ça a été, d'aller voir si déjà il existait un consensus scientifique autour, de la mort et de la résurrection du Christ, autour de son existence. Tout ce que j'ai trouvé n'a fait que, confirmer, moi, ma croyance préexistante et à finalement voir que l'argument le plus solide du film, c'est de dire: «Là où il n'y a pas de certitude, seule la foi compte». Ce qui pour moi, effectivement, est une contradiction avec ce qui est dit au début du film puisque, je rappelle que donc le personnage principal est sceptique. Il se présente Mmh. comme tel et il a un mentor sceptique et donc on est vraiment, aux États-Unis sur un mouvement qui est quand même beaucoup plus représenté que nous en France, jusqu'à ces dernières années. Et il lit du Heu Bertrand Russell. et il lit du Bertrand Ah oui. Russell qui est Ouais, connu il pour, se balade son avec le bouquin pendant très tout le film, d'ailleurs. Ouais. ouais, voilà, ouais, on le voit plusieurs fois, et Russell, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous en parler un petit peu. L'argument de la théière de Russell, c'est de dire, si quelqu'un vient me voir un jour et me dire qu'il existe une théière en orbite autour de la Terre à une telle distance, mais qu'elle n'est observable par aucun, Télescope. instrument connu à ce jour-là et que je dois juste le croire sur parole, pourquoi devrais-je le croire? Mais Ensuite, parce que tu ne peux pas prouver qu'il y a pas de théière dans l'espace, voyons. Comment tu voilà, fais? sauf que effectivement, là, on est sur les critères de réfutabilité et on en parle souvent en scepticisme et en zététique pour dire il est difficile de prouver l'inexistence de quelque chose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas placer notre curseur de croyance quelque part en se disant bon, ben, si cette chose, on n'arrive pas à prouver qu'elle existe et que plus probablement, elle n'existe pas et que dans ce cas-là, je peux raisonnablement dire que j'ai pas de bonne raison d'y croire. Donc, toute la logique là, elle est cassée. Cet argument-là que nous on utilise dans nos démarches, en fait, il est mis à la poubelle et on te ressort en fait l'argument de Pascal à plusieurs reprises, mis dans Mmh. la bouche, de C.S. Lewis qui a écrit Narnia notamment, qui est quand même connu pour être effectivement on va dire Une figure une catholique. œuvre de micro-propagande effectivement, ouais, quand même, à l'intention des enfants, hein, puisque Micro. ouais. Aslan, c'est totalement le Christ, hein, voilà, qui ressuscite d'ailleurs, dans les bouquins pour rappel et donc lui revient avec l'argument de Blaise en disant: «Bon, ben, en fait, si c'est vrai, on a toutes les raisons d'y croire parce que si c'est vrai, ben, on ira au paradis. Alors que si c'est faux, ben, on ira en enfer, Non, donc si c'est mieux faux, vaut elle y est là croire». avec nous. Non, Ah ouais, mais si c'est faux, mais peut-être que c'est vrai, hein,
Non, mais moi je peux dire aussi pour le coup ce que j'ai pensé du film. Et surtout, je suis assez d'accord avec toi, Geoffrey. C'est-à-dire qu'on est sur un film quand même somme toute assez classique, mais finalement dire que c'est un film classique, c'est pas anodin dans le cadre d'un film de propagande évangéliste, hein. C'est vrai. Parce que c'est clairement dans le cadre d'une propagande évangéliste. Et puis j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard sur d'autres films produits par les mêmes personnes, qui sont autrement d'ailleurs plus choquants que Jésus l'enquête, qui finalement reste un film quand même assez qui réutilise des codes assez grand public, notamment le code, comme tu disais, de l'enquête journalistique, qui fait que moi personnellement, contrairement à Trotsky, j'ai pas trouvé le film chiant, je me suis pas emmerdé une seule fois. La première fois que je l'ai vu, bien sûr, j'ai été extrêmement déstabilisé aussi, comme toi, Geoffrey, par les arguments qui étaient avancés, donc à essayer de chercher justement à creuser l'argumentation qui était avancée dans le film. Et là, donc, une fois que j'ai vu pour la première fois le film, sur la deuxième fois que je l'ai vu, donc plus d'un an après, donc là, juste pour cette émission-là, là, je me suis amusé à faire la chasse aux œufs, c'est-à-dire la chasse au sophisme, à tout ce qui n'allait pas dans le film, à aller chercher un petit peu plus aussi les représentations dans le film, et notamment de nombreuses représentations qui sont complètement défavorable envers les sceptiques et les journalistes. Et ce qui est assez drôle, c'est comment dire, la comparaison entre les milieux catholiques qui sont présentés dans le film comme étant des gens voilà extrêmement gentils, sincères, proches des gens, extrêmement sympathiques, etc. Mise en relation avec une des premières scènes du film, quand Lee Strobel, donc le journaliste, a publié un de ses premiers livres et essaye d'en faire la promotion autour de ses collègues, qui sont tous en fait totalement hypocrites, individualistes, hautains. Ils sont vraiment odieux avec lui, ils sont égoïstes. Enfin voilà, il y a vraiment deux univers, c'est-à-dire il y a l'univers athée qui représente un peu toute cette description un peu là, donc c'est-à-dire voilà, hypocrite, individualiste, égoïste, hautain, etc. Donc milieu athée, et le milieu catholique qui lui est beaucoup voilà, qui est beaucoup plus hospitalier. Et donc ça, c'est des formes de propagande aussi qui sont un peu plus cachées dans le film, qui je trouve intéressantes à interroger. Mais après, effectivement, au niveau de la forme, c'est un film qui est techniquement et quand même globalement assez abouti au niveau des éclairages, du cadrage, etc. Il n'y a pas grand-chose à redire. Ça casse pas des briques, il faut dire ce qui est aussi, hein, comme on dit, c'est classique, quoi. C'est pas un téléfilm. On n'est pas au niveau d'un téléfilm, que généralement ce genre de film, c'est au niveau d'un téléfilm, voire pire. Là, on est vraiment à un niveau de film de cinéma, clairement, mais on est dans un film qui pue un peu quand même. Alors qui pue pas plus que d'autres films dont je parlerai un peu tout à l'heure et dont, à mon avis, on sera amené à parler sur Cinétique. Mais oui, on parlera de Dieu n'est pas mort après. C'est vrai que c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un mauvais film, ça m'a pas empêché de m'emmerder, tu vois ce que je veux dire? Je trouve la réa est pas mal, les acteurs sont bien, je trouve que finalement le message que veut nous faire passer le réalisateur, il passe complètement. Mais justement, en fait, je suis pas d'accord avec ce message, avec la note d'intention du réa finalement, quoi. Ah bah là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Je pense qu'on va tous tomber d'accord sur ça. Et, Moi, mais moi, je me suis pas emmerdé pour autant, pour le coup. Mais vas-y, si. Moi, ce qui m'a tenu sur le film, au final, c'est parce que je voulais savoir la fin, quoi. Parce que quand même, voilà, je me suis dit, il y a peut-être une fin un petit peu intéressante, un petit peu poétique, un petit peu provocante, plein de choses comme ça, un petit peu une fin à la Da Vinci Code, quoi. Toi, Da Vinci Code, c'est pas plus sérieux, si tu veux, mais il y a une histoire derrière qui était prenante, quoi. T'étais dans le film. Ouais, j'ai éclaté de rire justement sur cette petite partie de fin à la Da Vinci Code, justement, où tu vois, il a les révélations derrière les tableaux, il entend toutes les voix, il est en train. Tu sais, comme dans tous les films, justement, à la Da Vinci Code, où il est en train de recouper toutes les informations et il a l'illumination. Il fait ah oui, très c'est cliché. lui, c'est Chan Li, le meurtrier. Mais en fait, j'ai éclaté de rire, quoi. Enfin, c'était trop drôle. Ah oui, il y a un autre truc qui m'a fait éclater de rire dans le film, c'est quand même, et c'est le truc, je trouve, le plus grossier du film, qui est vraiment à la fois un énorme cliché et en même temps, vu comment c'est amené, c'est vraiment très très mal amené. C'est le moment où sa femme lui avoue qu'elle est en train de passer à la croyance catholique, en train de recommencer à croire, parce qu'elle était croyante quand elle était plus jeune, et là, elle recommence à croire. Et le mec, donc, il s'énerve un peu.
et ce qu'il décide, c'est de partir de chez lui pour aller pour aller se pinter la tronche avec des bières. Et j'ai envie de te dire, c'est quand même pas la première. Enfin, c'est encore la description des athées qui sont encore plus dogmatiques que les croyants. Enfin, c'est quand même très 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 drôle. Quoi. Ouais, C'est-à-dire genre, que le mec, il est ma tellement... femme croit en Dieu, je vais mourir, je vais me suicider. Le mec, il est tellement Ouais. dogmatique, ouais, c'est ça qu'il peut pas accepter le changement de croyance de sa femme, et donc il va aller se boire avec donc 3 bières devant lui, genre l'esprit, enfin la tête totalement, genre totalement en train de déprimer. Enfin, c'est Non, mais c'est ultra complètement comme si elle l'avait caricatural et trompé. C'est cliché. comme si elle l'avait, pour lui, c'est comme si elle l'avait trompé avec Jésus, Ouais, carrément. Il ah, le c'est dit c'est d'ailleurs. clairement d'ailleurs. ça. Mais Il c'est parle de grossier. mariage, Oui, c'est au vrai, c'est vrai. baptême. Non, mais il est complètement, il est carrément complètement pas dans l'écoute, quoi. C'est terrible d'ailleurs de voir sa femme à côté essayer de comprendre et essayer d'arranger les choses pendant que lui, il refuse ne serait-ce que de comprendre ce qui se passe, quoi. Alors, sauf que, alors je vais pas le défendre parce qu'effectivement, il a un comportement vraiment de connard, faut dire ce qui est. Hein. Ouais, Mais ouais, en non, même mais temps, ça va avec la représentation des athées que donne mais le il film, écoute c'est-à-dire rien, que c'est quoi. tous des connards, hein, globalement. Sauf peut-être son mentor, qui je Oui. trouve peut-être est une figure d'athée qui est pas trop attaquée, mais quand même, enfin bon. Mais lui, c'est vraiment un connard. Tous les autres journalistes sont globalement aussi vraiment très mal amenés. Enfin bon, il y a vraiment deux univers. Je trouve qu'il y a vraiment deux univers, même s'il y a un des journalistes qui est plutôt croyant. Mais enfin bon, voilà, il y a vraiment deux univers pour moi. Et j'ai complètement oublié ce que je voulais dire pour le coup. C'est pas Et on grave. parlait de son comportement à lui avec sa femme, qui Oui, effectivement c'est n'est pas ça. excusable, et à mon Voilà. avis, probablement ce qui s'est produit à un peu de choses près. Alors je pense qu'effectivement dans la note d'intention du réalisateur, qui doit être un ajout par rapport à l'autobiographie, eh ben, il enrobe moins les choses, donc il doit les rendre plus crues et probablement qu'il exagère sur ce genre de phénomène de rejet maladif qui sont censés montrer que le personnage justement est pas prêt en fait quoi. Mais ça explique aussi finalement pour moi d'un point de vue psychologique sa conversion après. C'est-à-dire qu'il finit par se convertir aussi par culpabilité. Parce qu'il se dit: «Ah, en fait, peut-être que j'ai eu tort». Déjà, il finit par Sauf que là, tu viens de reconnaître ça. spoiler. Non. Bah, de toute façon, il y a Ouais, longtemps qu'on est dans le spoiler là, non? ouais, je pense. Je pense que je On pense est que pour d'accord. cet épisode, on laisse tomber l'idée de Ça va, spoiler. j'espère que les auditeurs nous en voudront pas. De toute façon, sachez qu'on ne vous recommande pas particulièrement de voir le film. Sauf si vous Maintenant, voulez vous faire du mal. voilà, pour votre culture, si, ce sera intéressant, hein, regardez-le. Sinon, on n'en parlerait Culture pas avec un quand petit même. C. Oui, ou Ouais. pour relever justement, je pense que justement la façon dont Vivien l'a regardé pour la deuxième fois, en relevant les sophismes, en relevant les trucs, ça peut être une façon amusante de voir le film, quoi. Ouais, je pense qu'il faut confronter ses convictions aussi, du coup, à des choses qui nous challengent un petit peu, qui vont pas toujours dans notre sens, quoi. Aussi, ouais. Non, mais surtout, ce que je voulais rajouter par rapport au comportement, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est que oui, effectivement, donc lui a un comportement de connard, et ça, on est tous d'accord, sauf que sa femme, elle est, alors je dirais pas qu'elle est pas mieux quand même, mais elle a quand même un comportement extrêmement prosélyte. Ce qui, moi, m'a aussi pas mal emmerdé à certains moments. Elle colle des petits messages en parlant de Dieu absolument partout. Enfin, alors, en même temps, elle a envie de partager ça avec lui, mais sauf qu'elle sait très bien que lui n'a pas du tout envie de partager ça avec elle. Donc, voilà, elle a vraiment un comportement, des fois, vraiment de prosélyte qui est aussi, qui irrite aussi, quoi. Ouais. Après, il y a même, elle va même jusqu'à, elle sait que le mec, il râle quand même, qu'il est quand même pas super content. Elle lui met des petits mots sur le miroir. Oui, Dieu c'est ça. t'aime, Dieu t'aime, et moi aussi. Et c'est exactement à cette scène que Pour je faisais bien référence, lui quoi. foutre la haine, quoi. Non, c'est juste une femme amoureuse qui aimerait que son mari la comprenne. Moi, je t'avoue que si j'étais avec une Anna Cato et de ça, j'avoue qu'on se vannerait très souvent dans ce genre de truc, quoi, tu vois. Et je le prendrais comme une vanne et ce serait très drôle. Là, dans la situation dans laquelle ils sont, c'est pas, voilà, c'est un peu provoque quand même, quoi. Ah non, mais elle est très prosélyte, quoi. Elle pourrait, Non. sachant comment son mari prend ça, elle pourrait le vivre entre guillemets de son côté, essayer de faire entre guillemets, enfin voilà. Mais elle a vraiment envie de partager ça, etc. Et moi, j'y vois vraiment un comportement prosélyte pour le coup. Elle a vraiment envie de le convertir à ça. Ouais. Bon. Non, Je sais pas. l'ex-croyante que je suis est pas du tout d'accord avec ça. Je suis complètement de l'avis de si c'est faux. Ouais, merci, ça fait plaisir déjà de mon avis. Non, mais voilà, moi en tant que... Après, peut-être que je m'identifie et que donc je suis complètement biaisée, hein, c'est possible aussi. Hein. Mais quand on a des croyances comme ça qui sont très très fortes, on a envie que les gens autour de nous, pas forcément les partagent, mais au moins les comprennent. Et je vous assure que c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Ouais. Donc moi, j'ai juste vu quelqu'un qui
bah voilà, qui a sa foi en Dieu, qui commence à se faire sentir et qui a envie de partager ça avec son mari. Et quelqu'un qui était un peu en souffrance de ça. Voilà. Et essayer de convaincre quelqu'un que Dieu existe, à un moment, c'est compliqué de faire autrement qu'en expliquant, en faisant des choses qui ont l'air d'être du prosélytisme. Si on parle de Dieu, quoi, je sais pas. J'ai rien vu, j'ai pas vu de provocation dans ce billet, Après, j'ai juste vu une tentative aussi, juste voilà, de. après, c'est vrai que la femme est peut-être pas au courant d'à quel point ça le perturbe. Parce que moi, il y a un truc que j'ai compris qu'à la fin du film, c'est qu'elle est pas au courant qu'il enquête sur tout ça, quoi. Pendant tout le film, il enquête sur Jésus. Pendant tout le film, ils ont des échanges, mais il y a pas un seul moment où elle le sait qu'il enquête sur Jésus. Elle ne l'apprend qu'à la fin. Et ça, moi, je partais du principe qu'elle savait ce qu'il faisait comme boulot et qu'elle Mhm. savait sur quoi il bossait. Voilà. Et donc, du coup, le rapport qui est assez problématique pendant tout le film, bah, pour moi, il est biaisé dès le début parce que je pensais qu'elle savait ça, alors qu'elle l'apprend qu'à la fin. Oui, moi comme Et toi. j'étais étonnée, vous avez pensé quoi de sa réaction à elle? Parce que je vous avoue que moi j'avais peur, je me suis dit, mais si jamais il lui avoue, elle va péter un câble, en fait elle l'a pris bien. Mais je sais pas, je trouvais ça un peu. Alors je Bah sais oui, pas mais si c'est moi qui suis déçue ou si effectivement la réaction elle est pas forcément. Bah oui, mais en même temps, il lui apprend en même temps qu'il lui dit: «Non, mais finalement, c'était de la merde, je suis converti, j'aime Dieu». Donc ça Voilà, va. c'est ça. C'est Il y a pas malin, de risque qu'elle le prenne mal. au Et moins. puis là, elle sait qu'elle va pouvoir lui laisser plein de petits messages sur le miroir sans qu'il s'énerve, quoi. Mais arrêtez! Mais alors, c'est vrai que quand même, moi je comprends cette position parce que, comment dire? Effectivement, elles se sent agressées par son rejet à lui qui est pas vraiment digne. C'est-à-dire que je pense que nous, on essaye aussi de transmettre entre nous, dans les milieux sceptiques, un certain, respect des croyants. On n'est pas obligé Oui, bien sûr. effectivement, on répète souvent, d'avoir le respect de la croyance en elle-même. Par Ouais. contre, si on peut éviter de blesser les gens, c'est quand même le b.a-ba en fait du respect et hem et là, en plus, ils sont mariés, donc je veux dire, lui, il prend pas du tout de pincettes, avec ça. Il y a l'histoire de comment ils vont le transmettre à leur fille à côté, qui lui le fait surréagir encore plus. Mais au début, c'était inversé, quoi. C'est-à-dire que c'était lui qui justement essayait de transmettre sans Mmh mh. forcément le démentir un athéisme militant presque, sans vraiment laisser une liberté de choix comme ils avaient eu l'air d'en discuter auparavant entre eux. Donc c'est-à-dire que déjà, il prend des initiatives sur lesquelles ils sont pas d'accord. Et en fait, elle se sent donc forcément agressée par tout ça, donc elle réagit en essayant d'être acceptée dans sa foi. Je pense pas que son but final soit de le convertir. Mais du Mmh. coup, elle fait ça. Je pense qu'il y a effectivement un petit esprit de provocation derrière, parce qu'elle se sentirait mieux comme ça, quoi, tout Il simplement. y a, son but final n'est pas de le convertir, je suis pas certain, parce qu'il y a quand même ce mantra qu'elle répète, on la voit répéter 3 ou 4 fois la même Ouais, prière assez qui tard, c'est est vrai. «Rendez son cœur de pierre, changez son cœur de pierre», machin. Enfin voilà, c'est quand même en gros: «Faites changer mon mari, faites-le», voilà, tu vois? Et elle a quand même la même prière qui revient 3 4 fois dans le film, quoi. Mmh. Ouais, mais en fait, je pense que je suis pas sûre que comment elle s'appelle la dame qu'elle rencontre qui sauve la vie de sa fille, l'infirmière. Alfie. Euh, Ah, Mmh. oui, voilà, merci. Je suis pas sûre que elle comprenne ce verset de la même façon. Je pense qu'elle le comprend comme bah, Dieu va convertir, enfin va accompagner ton mari dans la conversion, il va trouver Dieu. Je pense que elle comprend surtout, voilà, il veut pas comprendre, il a un cœur de pierre, c'est un connard, il veut pas, pardon. Il veut pas comprendre, il a un cœur de pierre, il veut même pas discuter. Radoucis-le un petit peu pour qu'au moins il accepte. Voilà. Moi, encore une fois, je l'ai pris comme ça. Je Alors sais moi, pas. c'est vrai que je le prends vraiment personnellement comme du prosélytisme. Mais alors moi, je le prends surtout comme ça parce que je vois le but du film qui est de faire du prosélytisme, hein, clairement. Oui. Et donc c'est un personnage de film prosélyte. Donc c'est pour ça que j'interprète ce personnage surtout dans cette analyse-là, quoi, on va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'il y a pas un biais, qui te fait voir peut-être, du prosélytisme? Parce que tout ça, ça se passe sur plusieurs mois, et voilà, c'est vrai qu'ils reviennent souvent sur le sujet évidemment de Jésus et de Dieu, mais ça se passe sur plusieurs mois, donc on a peut-être l'impression qu'elle en fait des tonnes, alors qu'en fait, elle va peut-être tenter un truc, ou 2 dans la semaine ou 2-3 dans le mois. Je sais pas. Est-ce qu'il y a pas peut-être un biais parce que c'est un film et qu'il y a qu'1 h 30 pour raconter, plusieurs mois d'enquête?
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on sent pas assez dans le film. Il essaye, hein, il y a des stratagèmes dans le film, comme le fait qu'elle soit enceinte et puis qu'elle accouche et puis qu'on voit le Mmh. bébé. Mmh. Il y a des stratagèmes comme ça qui font qu'on voit que le temps passe, mais en fait, on ne le sent pas assez, je trouve. C'est Mmh. vrai. Notamment parce qu'il travaille que sur 2 enquêtes, dont une qui est officielle et puis une qui Oui. n'est pas officielle, quoi. Et l'enquête, sur laquelle qui est, l'enquête officielle, il a pas l'air d'enquêter plus que ça. Enfin, il fait 2-3 trucs, comme ci, comme ça, ça a l'air au bout de 2 jours, c'est bouclé, quoi. Il parle beaucoup des intentions, pendant tout le film aussi, tu sais, de ce qu'on peut interpréter, en fait, de ce qui est dans l'intérêt pour un historien, gnostique ou pas, en fait, de raconter. Il s'en sert et c'est vrai que c'est ce que font, les historiens en général pour déterminer la fiabilité d'un récit. Est-ce que je peux prendre un des exemples qu'il donne? Oui, il y avait pas d'intérêt à dire que les témoins qui ont vu, le Christ sortir du tombeau étaient des femmes, puisqu'on a accordé très peu de valeur au témoignage des femmes. J'ai un peu tiqué là-dessus aussi. Et ben là, c'est un peu la même chose qu'elle. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, pour moi, le réalisateur a pas d'intérêt à faire passer la femme pour prosélyte parce que ce qu'on veut, c'est que enfin ce que lui veut, hein, c'est que le journaliste se convertisse de lui-même, de sa propre initiative, alors qu'il est Oui, en mais surtout, réaction ouais. face à sa femme. Mmh. Ouais. Oui, enfin, de toute façon, le 1er but, c'est surtout de montrer que les athées sont totalement intolérants et cetera. C'est un des premiers buts du film. Celui-là, en tout cas, ouais, ça c'est clair. Mais bon, on est tous d'accord là-dessus aussi, quoi. Il a Ah des bah, réactions le qui sont chef pas du le correctes. chef du journal aussi puisqu'il refuse de publier son papier et cetera, comme quoi c'est la Ouais. connerie et cetera. Ça montre aussi Mais toute pour des raisons l'intolérance différentes. des athées et cetera. Ouais, Oui, enfin mais ça c'est surtout, aussi une critique de la presse qui est vite fait placée, qui dit que, bah, ça va intéresser personne, on va pas le publier, aussi. oui, parce qu'il Enfin trouve moi, ça c'est comme ça que j'ai lu, quoi. il Pas que trouve ça ça. profondément ridicule aussi. C'est une question de déontologie, pour moi, effectivement. C'est une histoire d'image, de crédibilité, et de marque et ouais, non, mais si, je suis d'accord avec vous dans le fond. Ça te dépasse ce que j'allais dire. Non, et puis bon, c'est vrai que j'ai peut-être un biais, mais enfin, le film a été produit par une société qui s'appelle Pureflix, qui est spécialisée dans les films évangélistes. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment cet œil-là sur cet angle de vue sur ce film-là. Et donc je vous ai parlé tout à l'heure d'un film qui est encore pire que celui-là, qui s'appelle Dieu n'est pas mort. Et Dieu n'est pas mort, mais c'est une entreprise de haine, ce film. Mais réellement, hein, je pèse mes mots quand je dis ça. Ah oui, C'est oui. c'est une entreprise de haine des athées, en fait. Donc c'est vraiment comme ça, en fait. Et je retrouve un peu, même si le film est beaucoup plus léger là-dessus, hein, Jésus l'enquête se regarde beaucoup plus facilement par rapport à ça, parce que je trouve que c'est beaucoup plus diffus. Faut vraiment se concentrer sur qui est athée, qui ne l'est pas, pour voir que voilà qui est vraiment décrit d'une mauvaise manière et qui est décrit plutôt d'une bonne manière. Et là justement dans Jésus l'enquête, on va dire que Lee Strobel, donc le journaliste, s'oppose vraiment à la figure d'Alfie Davis, quoi. C'est-à-dire que d'un côté on a un personnage intolérant, absolument hautain, égoïste, égocentrique, etc. Et de l'autre côté on a Alfie qui est plutôt la personne qui travaille dans un hôpital, donc qui est attentionnée, etc. Donc vraiment ces deux figures-là entre guillemets qui s'affrontent. Mais cette figure-là de l'athée, il n'y a pas que lui, donc il y en a encore quelques-uns dans Jésus l'enquête, et c'est difficile bon voilà, on voit un petit peu la cohérence là-dessus, mais c'est beaucoup plus prégnant dans Dieu n'est pas mort, où les athées sont vraiment, mais on développe carrément en sous-texte un discours de haine envers les athées, et je pèse mes mots, et on y reviendra sur ce film. D'accord. Et c'est pour ça que j'appuie là-dessus, on est vraiment dans le cas d'un film prosélyte. Voilà, enfin, c'est pour ça que voilà, je manque là-dessus. Ouais, et pourquoi à un moment, le journaliste, Lee, il va interviewer Didier Raoult? Ah putain, j'ai pensé à la belle! C'est exactement ce que j'allais dire. Oh là là. J'osais pas. Mais si, moi je l'avais marqué aussi, tu été le premier, bien joué. OK, voilà. Alors pour ceux qui se posent la question, si vous avez le film sous la main, Didier Raoult fait son apparition à 1h23. Il est coiffé pareil, il parle pareil, il a les mêmes mouvements de mèche, il est aussi médecin et il vient nous expliquer pourquoi il faut Il a qu'on une croie tout ce blouse. qui baratine. Voilà. Il se lave pas les cheveux non plus. Ouais, non, mais c'est le même, c'était trop drôle. Mais Mais Trop drôle. peut-être que la différence, c'est que lui, il a l'air de dire quand même moins de conneries. Ouais, peut-être. Presque. Ouais, au moins ce qu'il Euh, dit se tient, ouais, sur ce point-là. J'avais une question pour Vivien du coup. Est-ce que tu as trouvé l'infirmière, la dame, aussi un petit peu dans le prosélytisme ou pas?
Ah oui, oui, clairement. Enfin, pour moi, oui. Enfin, son but, c'est d'attirer. Elle fait la promotion de Mais sa c'est Alfie religion. qui allait à elle. C'est toujours Oui, Alfie qui va à elle. Elle fait rien. La meuf, elle ne fait que répondre à la demande de la. Elle ne fait aucun prosélytisme. Elle ne fait qu'accompagner quelqu'un qui demande à être accompagné. C'est toujours Alfie qui vient à elle. ah, tu veux dire, c'est toujours Leslie qui vient à Alfie, tu veux dire. C'est toujours Leslie qui va à Alfie, quoi. Ouais. Elle ne fait que répondre à la demande C'est la de... définition exacte, ce qu'elle fait, de prêcher pour sa paroisse, parce que bon, il faut quand Bah, même dire qu'elle crache pas dans sa soupe, c'est normal, mais hein. écoute, Elle va toi, pas leur t'as dire: un ami, «Non, t'as ne un me ami, crois pas». non mais t'as un ami qui te dit, voilà, j'ai besoin d'un poulet. Bon, bah, tu vas lui faire un poulet. T'as quelqu'un qui vient et qui te dit, bon, écoute, moi, je cherche Dieu et il se trouve que toi, tu le connais. Bah, tu l'accompagnes. J'appelle pas ça du prosélytisme. Oui, bien sûr, pour moi, Je le suis désolée, les prosélytisme, gars, je trouve que vous c'est êtes un peu bloqués par vos pas propres du tout, pas du tout. positions, Moi, je là. suis d'accord avec toi. Je pense que, le prosélytisme, c'est effectivement l'intention active par le militantisme et l'activisme de Ouais. convertir, autrui à son idée, d'une chose quelconque, que ce soit politique ou religieux. Or là, on peut pas dire qu'elle soit effectivement dans l'activisme, quoi. Elle est Oui. en réaction à une demande, effectivement, et donc elle fait ce que n'importe qui d'autre ferait en étant persuadé de ses croyances. Si moi demain, écoute, ça m'est arrivé la semaine dernière. J'ai un collègue de ma rédaction, virtuelle Journalistes solidaires, qui me dit: «Écoute, je fais mon mémoire en fait sur le journalisme et l'esprit critique, est-ce que tu peux, me faire un bref, état des lieux en fait du truc?» Mais évidemment que j'étais ravi de lui en parler, et de prêcher pour ma paroisse quoi, entre guillemets aussi, donc mais il est venu à moi quoi, voilà. Oui, oui. Non, mais après, pour moi, c'est compliqué de séparer, parce qu'on peut, enfin, c'est compliqué de séparer les personnages du film, quoi. Les personnages de la direction du film. Bah si, parce que les personnages n'existent pas en soi, ils ont été écrits dans un but, dans un certain but. C'est ça que je veux dire, moi. Ouais, mais Donc effectivement, moi, je trouve que le les intentions de chacun sont claires, hein, dans le film. Mmh. oui, mais parce qu'il y a une intention de représentation, claire et nette, de représenter certains comme des gentils et puis d'autres comme des méchants, clairement dans le film. C'est ça. Moi, je trouve justement que dans la plupart des films, j'arrive à me laisser embarquer et à ne pas voir l'intention du réalisateur derrière, à juste me laisser embarquer dans l'histoire. Ici, l'intention du réalisateur, elle transpire partout, quoi. Bien sûr. C'est compliqué de séparer, parce que les personnages ne sont pas réels, en soi. Ils sont toujours issus, d'une volonté scénaristique, etc. Et pour moi, la volonté scénaristique, comme tu dis, Trotsky, elle est claire et nette. Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est pas du prosélytisme ultra actif, mais en fait, finalement, c'est assez normal parce qu'on veut pas, on veut montrer que c'est les gens eux-mêmes qui se convertissent parce que pour le coup, c'est Dieu qui agit ou parce que Mais il y a des gens pour le qui se coup, il convertissent vraiment, eux, par eux-mêmes, en fait. oui, bien sûr, Plein. mais bien sûr, mais c'est une volonté aussi de représentation. On veut représenter ça sous la meilleure des formes possibles, parce que c'est le but du film justement d'attirer les gens. Donc on va pas leur vendre quelque chose Est-ce que c'est mal? Et puis de méchant. surtout, le but du film, c'est de se faire passer pour, un truc sceptique, un truc qui creuse, qui fait une vraie enquête et qui, au final, bah, ne trouve pas de réponse et donc se tourne vers Dieu. Si on avait eu un film Ça, où, c'est un problème. avec, tu sais, le mec qui voit Dieu avec une illumination, avec des auréoles, avec des machins et tout, bah, voilà, là, on aurait été dans le truc, oui, OK, on parle de Dieu. Là, on fait semblant de suivre une enquête, d'un sceptique qui a l'illumination. Enfin, voilà, c'est trompeur. Mais c'est C'est, du pain béni Je ça, sais ce pas genre si c'est d'histoire. un film qui se voulait sceptique, hein. Moi, je pense que c'est juste un non, film. ça Je fait pense que c'est... c'est un film de propagande catho qui a un déguisement sceptique. C'est ça que je veux dire. J'irais plus On est d'accord évangéliste là-dessus. que catho. C'est Oui, les églises évangéliste. évangélistes, c'est pas les églises Évangéliste, ouais. catholiques. Ouais. Non, mais On on est est vraiment dans d'accord un cadre là-dessus. bien particulier. On est d'accord là-dessus. Après, moi, quelqu'un qui croit en Dieu et puis qui a envie de montrer aux gens différentes façons d'arriver à Dieu, même si elles sont très mal faites, moi, ça me pose pas de problème. Ah oui, mais Voilà. en soi, ça, c'est pas problématique. Et puis, il y a des films catholiques qui sont géniaux. Là, justement, je voulais parler aussi de la société française qui a distribué le film, qui est une société spécialisée justement dans les films qui sont sur les discours évangéliques et catholiques. Alors, attendez que je retrouve le nom. Ça s'appelle Sage Distribution. Donc, c'est la première fois que je rencontre cette société. Donc, ils proposent notamment donc de rendre disponibles des films et téléfilms d'inspiration chrétienne, donc sous toute forme, donc DVD, VOD, distribution, ciné, etc. Mais ce qui est très intéressant, enfin, c'est vraiment que l'inspiration catholique, c'est vraiment ça qui est central, mais que là-dedans, ils ont
aucune. Ils font pratiquement aucun tri, quoi. Ça va de déchets du cinéma comme Dieu n'est pas mort, qui est vraiment, comme je l'ai dit, c'est une abomination, à des purs chefs-d'œuvre comme Une vie cachée de Terrence Malick, quoi. Un chef-d'œuvre parce que bon, Terrence Malick, c'est un des plus grands cinéastes, à mon sens, américains de tous les temps, pratiquement. Hein. On est sur le Rien que réalisateur ça. des Moissons. Ouais, non, rien que ça. Réellement, Terrence Malick, c'est le réalisateur de The Tree of Life, Les Moissons du Ciel, La Ligne Rouge, où c'est des films extrêmement spiritualistes, en fait, mais qui sont extrêmement intéressants et qui sont dans leur forme, mais de pures œuvres, à mon sens. Voilà, je pas d'œuvres dans l'absolu, mais à mon sens, qui sont des films mais d'une beauté extrême. Et Une vie cachée est vraiment un de ces films magnifiques, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une société qui va vraiment du chef-d'œuvre à la pire propagande prosélyte, quoi. Mais ce qui veut dire, en fait, on peut très bien parler spiritualité, on peut très bien parler religion, sans tomber dans des trucs absolument, alors soit critiquables comme Jésus l'enquête, hein, voire complètement haineux comme Dieu n'est pas mort. Sachant que Terrence Malick n'a pas été produit. Terrence Malick n'est pas produit par ces sociétés évangélistes pour le coup. Ça, je tiens à préciser quand même. C'est la société de distribution, hein, je précise bien là-dessus. Ok. Qu'est-ce Mais que après, vous on pourrait. diriez Ouais. qu'on liste quelques-uns des arguments principaux qui sont C'est ce que avancés dans le film? c'est précisément ce que j'allais proposer. Ah oh là là, les grands esprits. Tout ça, tout ça. Exactement. Non, je voulais proposer qu'on refasse peut-être aussi un petit peu l'historique du film. Donc, rappeler donc Strobel mène une enquête, donc pour le coup, sur la résurrection de Jésus. Je vais y arriver. C'est Jésus qui veut pas que j'arrive à prononcer ça, à mon avis. Et donc, pour le coup, il va aller interviewer différentes personnes pour avoir des informations. Et c'est surtout sur cette scène-là, à mon avis, que le film est intéressant du point de vue sceptique, pour aller creuser un petit peu les arguments qui sont donnés par ces différents experts, entre gros guillemets. Moi, j'étais en train de me demander qui était Terrence Malick. Je sais que c'est un réalisateur et je connais pas trop. C'est du cinéma contemplatif spirituel. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est toujours. En fait, il ancre tout ça toujours dans une réflexion sur la place de l'homme dans le monde. Mmh. Sur la place, voilà, sur le sens de la vie, etc., qui sont des questionnements très très spirituels. Et il sort un petit peu donc du carcan catho de base, on va dire entre guillemets, de référence à Jésus, etc. Il va vraiment beaucoup plus dans la spiritualité, ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant même pour des athées de voir ce genre de film, parce qu'on est sur des réflexions qui dépassent largement, enfin des réflexions en fait globalement métaphysiques, quoi. Et il y a un autre film que je voulais conseiller de lui, que moi j'adore, mais qui n'a pas forcément été le plus publicité, donc il y a une sorte de documentaire qui est, et moi Geoffrey, si tu connais ce film, c'est... T'es tout seul. Démerde-toi. Merde. Je vais pas retrouver le nom, mais c'est un film en fait qui a l'ambition d'aller de la naissance de l'univers jusqu'à aujourd'hui, globalement. De Voilà, de l'homme dans le décrire. cosmos. Voilà, c'est ça en fait. Mais en fait, c'est des images très contemplatives, donc de la création de l'univers, la création des planètes, des systèmes solaires, etc. Ensuite, de la création de la Terre, de la création de la Lune, etc. Il fait toute l'histoire de l'univers qui est l'entrecroise aussi avec les hommes, etc. Et qui renvoie sans cesse en fait l'homme à à sa petitesse face à l'univers, etc. Et au sens en fait de son existence. Et c'est fabuleux. Et effectivement, esthétiquement, c'est très très intéressant. C'est marrant, j'ai sa discographie sous les yeux et en fait, il y a quasiment un titre sur deux qui pourrait correspondre à ce film, quoi. À un speech que tu viens de faire. C'est sa filmographie. J'ai entendu Ouais. discographie. Il y a Oui, Voyage il a of bien dit Time, discographie. The Tree of Discographie, hein. Life. Filmographie. De l'homme dans le cosmos, c'est pas ça? Non, c'est pas celui-là. Non, il y a Voyage of Time, moi je parie. Voilà, c'est ça, c'est Voyage of Time, c'est celui-là. Il est magnifique. C'est un documentaire expérimental absolument magnifique, à mon sens. Réalisé en 3D, D'accord. etc., à voir en 4K, enfin, c'est magnifique. Voilà. Ok, noté. Bon, si on reviendait à nos poules qui nous occupent. Yes. À nos brebis égarés. Ouais, aux brebis égarés, absolument. Ouais, il y a un argument dont je sentais avant l'émission que tu voulais parler, Vivien. C'était la première rencontre avec un historique, elle se fait par téléphone, celle-là, un historien, pardon, qui est à Jérusalem et du coup qui parle
Ah non, pardon, je confonds des choses. Alors je Oui, reprends. tu confonds. C'est le pasteur, enfin le prêtre, le père Marquez, archéologue, c'est ça? Oui, qui est lui-même un converti, du coup, qui était sceptique avant aussi et qui a décidé de se convertir a priori à cause des preuves qu'il avait sous les yeux, lui aussi. Je pense que là, on va être face à une des meilleures argumentations du film. Vraiment, c'est Ouais, une qualité ouais, supérieure. absolument. Ah, tu veux que j'en parle? Ouais, vas-y. Oh mon Dieu, qu'est-ce que par où attaquer en fait, à part que le fait être en train de comparer l'Iliade et l'Odyssée. Et enfin, je sais même pas par où commencer avec cet argument, tellement il a aucun sens en fait. En fait, on parle de la comment dire, de comment authentifier un écrit historique. Et en fait, on est en train de nous ancrer dans la tête, enfin, en train de présupposer que plus un écrit est présent dans l'histoire, plus les faits sont vérifiés. Alors, ça marche pas du tout comme ça. L'histoire, c'est de vérifier qu'on puisse repérer des faits dans plusieurs écrits différents, qui permettent d'authentifier ou pas l'existence de ce fait. Par exemple, le fait est-ce que Jésus a bien existé, on va aller regarder dans des écrits catholiques et païens, voir si les discours se recoupent, etc., pour voir si vraiment Jésus a une possibilité, enfin, a vraiment existé ou pas. Donc voilà comment ça marche. Sauf que là, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que le fait que la Bible ait été réécrite, je sais plus, c'est plus de 3000 fois, etc., enfin plus de 3000 versions originales de la Bible, prouverait pour le coup que Jésus a bel et bien existé. Et en plus, on compare ça à l'Iliade et l'Odyssée, qui l'Iliade et l'Odyssée sont purement mythiques, quoi, pour Pure le coup, même fiction. lui, Ouais. enfin, c'est pure fiction. Mais dans son argument, pour le coup, ça ne sert absolument pas, parce que dans son argument, pour le coup, l'Iliade et l'Odyssée seraient des faits historiques, quoi. Donc Absolument. enfin, voilà, la qualité de l'argument, enfin, c'est sans doute un des arguments quand même les plus foireux de tout le film, quoi, qui se tient pas une seule seconde. Parce que, en fait, ça parle de l'authenticité des écrits, C'est ça. pas forcément de l'authenticité de ce que ça raconte. Tu Eh vois la ben si, différence? justement, en fait, c'est ce qu'ils te disent au début. En fait, on en a parlé plus tôt, hein, effectivement, ils le disent, à un autre moment du film. Ils cherchent effectivement à savoir combien il y a de sources qui attestent chaque chose et puis quand il va voir cette personne-là, il lui dit: «Comment on vérifie effectivement, l'authenticité, la fiabilité?» C'est pas ça, c'est pas l'authenticité. Il lui demande comment on Oui, vérifie c'est la fiabilité. Ah fiabilité ouais, du d'accord. document et l'autre, il lui répond: «Ah ben il est fiable parce qu'il y a 3000 copies». Alors non, il est pas fiable parce qu'il y a 3000 copies, il est Ouais. authentique parce qu'il y a Oui, 3000 ouais, copies. ouais, je Voilà, suis c'est d'accord. effectivement pas d'accord, pas la même chose. Et donc effectivement, selon cette logique-là, les historiens du futur considéreront qu'Harry Potter est une réalité historique, pour le coup. Absolument et on attend tous encore notre lettre. Et Voilà. moi, Mais parce qu'il je parle de je suis manuscrits, en fait, il parle de nombre de manuscrits, pardon, si c'est. Il parle de nombre de manuscrits et en fait, quelque part, c'est normal, qu'il y ait plus de manuscrits de la Bible qui soient arrivés à nous que de manuscrits de l'Odyssée, quoi. Parce que la religion catholique a été dominante en Europe pendant, toutes les années qui ont précédé l'imprimerie et que du coup, bah, forcément, c'est normal d'avoir plus de manuscrits de la Bible que de l'Odyssée d'Homère. Enfin, je pense. Moi, en tout Oui, cas, de toute façon. bah, c'est ce que j'allais dire. Exact, tu expliqué mieux que moi en plus. Non, et puis de toute façon, entre guillemets, c'est que du recopiage, donc ça apporte rien de nouveau. Donc le fait qu'il y ait 3000 exemplaires, 6000 exemplaires, ça apporte absolument aucune fiabilité à ce qui est écrit dedans, quoi. Et c'est drôle Non, de mais comparer quand même ça avec l'Iliade et l'Odyssée, qui pour le coup, effectivement, sont mythologiques, quoi. C'est quand même c'est incroyable, quoi. Mais méfiez-vous, hein, parce que si c'est vrai, moi je suis à 5 visionnages de Loki. C'est-à-dire que je suis à 9995 visionnages de faire débarquer le dieu de la malice. Ça fait beaucoup. Ah probablement. Ça Ouais. fait beaucoup, hein? Non, mais ça, c'est un des arguments qui se tient le moins dans le film, mais aussi qui est un des. Enfin, c'est comme ça. Après, ouais, c'est ça. Après, il part sur le principe que ce qui est écrit dans la Bible est forcément vrai. C'est pas. Enfin, je trouve pas pourtant que c'est un argument qui change beaucoup dans son enquête. Je trouve que l'argument le plus pesant, en fait, celui qu'il ne remet jamais en cause et qui, pour le coup, est celui sur lequel il ancre toute son enquête, c'est le fait qu'on lui annonce. Alors, je sais pas le nom du personnage qui lui annonce ça, donc je crois que c'est un historien, enfin, en tout cas, c'est un théologien, pour le coup, voilà. Oui, il faut savoir que, pour le coup, on a un journaliste qui va interviewer que des gens qui sont croyants et qui n'interviewe pas d'experts qui seraient susceptibles de contredire les thèses qui sont avancées. La seule personne qui est athée ou agnostique, c'est une psychanalyste. Bon, voilà. Oui, Donc, d'ailleurs, il dit, dit qui je est vais aller enquête. voir quelqu'un du côté de la psychologie et il se retrouve chez une psychanalyste. Ouais. Et puis il rajoute une agnostique Berk. Voilà.
Voilà, comme ça, on est bien. Voilà. Non seulement les athées, ils détestent les croyants, mais en plus, il faut aussi que tu choisisses un camp, quoi. Hein, parce que si tu es agnostique, on te jette avec l'eau du bain, quoi. C'est ça. Et puis surtout, bon, donc, un des premiers personnages qui, je crois, est un théologien, en gros, lui explique qu'il y a dans les écrits historiques 500 témoignages comme quoi, 500 témoignages de personnes qui auraient vu Jésus après sa crucifixion et donc qui auraient vu la résurrection de Jésus. Et donc ça, c'est incontestable s'il y a 500 témoignages. Et justement, après, il va voir la psychanalyste parce que il veut vérifier l'hypothèse de l'hallucination collective, sauf qu'il n'a jamais été vérifié les écrits soi-disant authentiques de ces 500 personnes-là, quoi. Absolument. Et donc, pour rentrer un peu plus profondément en plus dans cet argument-là, de dire que, d'après la psychanalyste, l'hallucination collective, c'est impossible. C'est franchement... C'est vrai et c'est faux. C'est la plus grosse fake news du film, quoi. Je veux dire, d'où elle sort, celle-là? Après celle des manuscrits, quoi. Parce qu'à aucun moment... Je vais vous donner un exemple qui, du coup, en plus, est ancré dans des phénomènes religieux pour montrer que ça existe, des phénomènes d'hallucination collective attestés. Là, on est sur un cas d'apparition de la Vierge, du coup, en 1917 à Fatima, au Portugal, du coup, où après 5 premières apparitions en fait de la Vierge, qui annonçaient soi-disant à chaque fois son retour, on se retrouve avec plus de 60 000 personnes qui se présentent le 13 octobre de cette année-là pour assister à la 6e apparition, et qui, pour une grande partie d'entre elles, du coup, vont attester qu'elles auront vu le soleil bouger, des taches blanches effectivement dans leur champ de vision, le soleil descendre et remonter sur l'horizon en une fraction de seconde. Et donc tout ça dit mais c'est waouh, alors on n'a pas vu la Vierge, mais d'accord, mais c'est quand même passé un truc, il y a un phénomène omni de ouf, etc. Bon, ben écoutez, ça a quand même été débunké suffisamment bien aujourd'hui pour qu'on sache qu'effectivement 60 000 personnes qui fixent le soleil en même temps, elles vont avoir des taches de rémanence sur les yeux, hein. C'est un phénomène qu'on appelle le phosphénisme, qui est quand même très connu et documenté aujourd'hui, et que forcément, bah, du coup, si la tache qui est dans tes yeux, quand tu baisses les yeux, elle est toujours là, c'est parce que tu es à moitié aveuglé. Voilà, ça arrive. Alors, Geoffrey, moi j'ai une question super importante par rapport à ça, pour le coup, qui peut-être va contredire ta théorie. C'est est-ce que tu as une bonne relation avec ton père? Et oui, j'ai une bonne relation avec mon père. Tout ce que je dis est donc valide. Mais mais ouais, cette question-là parce que là on part sur peut-être autre chose, mais la psychanalyse pour le coup, donc qui annonce le fait que donc les hallucinations collectives n'existent pas, attaque en tout cas, demande au personnage principal s'il n'y a pas un souci avec son père, en expliquant que la plupart des athées ont tous des problèmes avec leur père. Donc elle cite Freud, Sartre, je crois, enfin elle en cite d'autres. Comme quoi, voilà, les athées ont des problèmes avec leur père. Bon, Ça s'appelle du cherry picking. Ah. Elle fait du cherry picking, elle va chercher ceux Oui. qui sont athées et qui ont eu des problèmes, elle oublie tous les autres. C'est du cherry picking, moi, je suis désolée. Mais tout le film est un cherry picking, de toute façon. Ouais. Hein. Mais après, juste pour revenir sur les hallucinations collectives, en plus, c'est du gros bullshit parce qu'il y a eu des cas. Il y a eu des cas, voilà, Geoffrey a très bien expliqué ce qui se passe quand on regarde le soleil et qu'on ne sait pas ce qui se passe quand on regarde le soleil. Mais on a eu un cas, alors me demandez plus exactement quelle île, quelle année, quoi, je sais plus. Mais il y avait une île quelque part. Et c'est assez récent hein, comme truc, hein, c'est assez récent. Quelques l'île dizaines Sentinelle. Ouais, voilà, l'île Sentinelle. Il y avait toute l'île était touchée. Absolument tout le monde voyait des trucs complètement pas cohérents. Ah non, Vous c'est voyez pas des ça. cochons. Vous voyez des cochons. Ah, c'est pas la même île alors? Ok. C'est pas ça que je pensais en tout cas. Ah, peut-être. Vous voyez des cochons courir sur l'île. Il n'y a pas de cochons sur l'île. Mais tout le monde voyait ces cochons. Et voilà. Et c'était rien de trop énorme non plus. Mais voilà. Et un jour, il y a un scientifique qui s'est dit merde, on va voir ce qui se passe là-bas. Parce que le monde entier les prend un petit peu pour les gens un peu tarés. On va voir ce qui se passe. Il est allé sur place. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'en fait, il s'est passé un mélange entre des céréales et un truc qui ressemble à peu près au LSD. Et donc, toute l'île, en fait, mangeait du pain qui était fait avec les céréales infestées. Et donc,
avait des hallucinations à cause d'un truc qui ressemblait globalement à du LSD, quoi. De l'ergot sail. Voilà, Exactement. C'est l'île mystérieuse de Tintin, ça. Mais il y a un petit village dans le sud de la France dans lequel je suis passé, où on pense que, enfin, il y a des légendes et des théories du complot comme quoi la CIA aurait fait des expériences sur les gens de ce petit village parce que il y a eu des hallucinations collectives pendant toute une journée dans ce village. Il y a des gens qui se sont défenestrés. Voilà, il y a eu des drames. Et on ne sait toujours pas expliquer ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a eu des gens qui ont pensé que c'était la CIA qui avait mis du LSD dans l'eau pour tester des trucs. On penche plus pour l'ergot sec, évidemment, du côté sceptique et rationnel. Mais c'est dingue comment, quand nous, lambda, on sait pas expliquer un truc, on se tourne vers les complots, quoi. J'en sais quelque chose, hein. Mais, je suis une ex-conspi, mais ça m'étonnera toujours, quoi. Ce qui m'amène à autre chose, ce que tu dis, puisque du coup, là, en fait, on est en train de parler sans le nommer du rasoir d'Occam. Oui. Est-ce que vous avez vu, je pense que c'était Tu assez peux habile. réexpliquer juste le rasoir de... Est-ce que tu peux Ouais. juste réexpliquer le rasoir d'Occam pour ceux qui ne connaîtraient pas? Effectivement, le principe du rasoir d'Occam du tout consiste à privilégier l'hypothèse la moins coûteuse quand vous êtes présenté face à deux hypothèses qui vous paraissent plus ou moins improbables. Donc, Alors, Ce qui ne veut pas dire qu'elle est vraie. Plus Ce qui ne veut pas précisément, dire si qu'elle je est peux vraie. me- plus précisément, si je peux me permettre, ça va être l'hypothèse qui va à la fois répondre au plus des questions et à la fois ou en ouvrir le moins d'autres. Voilà, le faire le plus simplement. C'est ça, c'est le coup résume ça, hein. C'est l'idée Non, mais qu'effectivement, c'est plus simple, ça marche pas. Mais on en parlera une autre fois. Vas-y, fais ouais, ton d'accord. truc. Pour prendre un exemple précis sur le rasoir d'Occam, c'est-à-dire que si un jour vous perdez vos clés, disons que vous avez plusieurs hypothèses. Première hypothèse, vous les avez posées dans un endroit où vous ne vous souvenez plus où vous les avez posées. Deuxième hypothèse, c'est vos enfants qui vous les ont cachés. Troisième hypothèse, c'est des extraterrestres qui sont venus du fin fond de l'espace pour venir vous les piquer et les ramener sur leur planète. Voilà, si vous perdez vos clés, vous allez plutôt favoriser la première hypothèse parce que c'est beaucoup moins coûteux que les deux autres hypothèses. Si jamais la première hypothèse ne se vérifie pas, là, vous pouvez commencer à envisager la deuxième hypothèse parce que vos enfants sont peut-être un peu espiègles quelquefois. Et donc, après, bien sûr, là, c'est trois hypothèses pour simplifier. Il y en a une infinité en vérité. Oui, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas dire, mais. Ah, si t'en veux, moi j'en ai deux. C'est ça. Ouais, mais non, mais s'il y a une bonne raison, pourquoi j'en ai pas, tu vois. J'ai pas envie qu'il me pique mes clés, tu vois. Mais enfin, voilà pour expliquer donc le principe du rasoir d'Occam. Vas-y, Geoffrey, je te laisse continuer pour le coup. Donc, là où c'est habile dans le film, par rapport à l'argument avancé par la psychanalyste qui dit que les hallucinations collectives n'existent pas, c'est que ce qu'il en déduit, lui, c'est que 500 personnes qui hallucineraient d'avoir vu le Christ collectivement, ce serait un plus gros miracle que la résurrection elle-même. Bon, déjà, non. Mais admettons même que ce soit le cas, ce qu'on est en train de faire là, justement, c'est de vous présenter deux hypothèses, dont une est clairement moins coûteuse que l'autre en apparence, le fait que la résurrection serait plus probable, et que donc il vaut mieux que vous la privilégiiez. Donc, ça, c'était assez habile dans la façon dont c'était amené. Je ne sais pas si c'était volontaire et que le réalisateur et l'auteur du livre réalisaient que c'était effectivement un rasoir d'Occam, mais c'est pas parce qu'il est mal fait que ça n'en est pas un pour autant, quoi. En tout cas, j'ai trouvé ça, ça peut être perturbant effectivement pour un public non habitué. Mais il y a un autre, pour enchaîner sur autre chose, il y a un autre, alors peut-être plus difficile à critiquer celui-là, mais parce que là, j'ai pas été recherché. Pareil, tu parlais tout à l'heure justement de cet historien là qui était à Jérusalem, donc qui s'appelle, je crois dans le film, c'est Bill Craig, et qui en fait avance l'idée que la police, quand elle s'intéresse à des témoins, ne s'intéresse qu'aux propos et pas aux détails. Enfin, qu'au propos global, mais pas aux détails. Et ça, je trouve que à mon sens, c'est faux. C'est justement des fois ce qu'on appelle c'est le diable est dans le détail. C'est-à-dire que c'est dans le détail, des fois, justement, si on peut aller chercher la vérité, voir si les témoignages correspondent entre eux, c'est qu'on va justement aller voir dans le détail parce que le propos, globalement, peut être vachement plus biaisé que le détail, justement, qui n'a pas véritablement d'importance. Et pour ça, par exemple, pour étayer un petit peu cette idée-là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais nous, on avait vu en cours, vite fait, rapidement, une des personnes qui a développé une technique, donc qui était un médecin, dont je ne pourrais pas vous retrouver le nom, qui a développé une technique pour dénicher les faux tableaux.
Mmh. Et en fait, justement, pour dénicher des faux tableaux, il ne faut pas s'intéresser, aux caractéristiques de l'artiste que justement le faussaire va particulièrement savoir reproduire. Par contre, il faut s'intéresser justement à ce qui ne semble pas important dans le tableau, aux détails. Et c'est dans le détail justement qu'on va voir que le faussaire sera beaucoup moins intéressé en fait, où il va faire le plus d'erreurs. Et c'est que dans le détail en fait qu'on est capable de dire si des tableaux sont des vrais ou des reproductions. À mon sens, c'est la même chose dans un témoignage. De toute façon, quand on prend un témoignage, on s'intéresse à la fois au propos global et aux détails qui a complètement son importance. Et là, c'est le fait, en fait, Mmh. pareil, de la même manière, d'écarter une multitude de faits qui pourraient être gênants, quoi, pour le coup, et qui pourraient ne pas corroborer les différents témoignages entre eux. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais je pense que ce que vient de dire Vivien, en fait, corrobore ce que dit, l'historien à Jérusalem. En fait, il est en train de dire que, du coup, la police, vérifie, pas les détails et que, au contraire, quand il y a trop de détails, c'est suspect. Bah, là, c'est la même chose, en fait, en train de nous dire que, du coup, s'il y a trop de détails, ou que les détails sont mal faits, du coup, c'est suspect. Donc Non, je non, ce que je dis, c'est qu'on s'intéresse. Là, ce qu'il dit, lui, c'est que la police ne s'intéresse qu'au cœur du propos et pas aux détails. Et moi, ce que je dis, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'il faut s'intéresser aux détails pour voir si les témoignages sont fiables ou pas. C'est Oui, tout l'inverse, en fait, que c'est je ce dis. qu'il dit que la police fait. Il dit que si la police se rend compte que tous les détails sont trop semblables, elle va suspecter un faux témoignage, tu vois? Alors que Oui. si effectivement il y a des petits détails qui changent, mais que, le cœur du témoignage est corroboré par l'ensemble des gens, on retrouve des caractéristiques communes dans tous et on commence à avoir une image globale qui se dessine et qui est fiable. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est quand même effectivement comme ça qu'on procède pour tout ce qui dépend uniquement de témoignages. C'est comme ça que procède le GEPAN, avec les témoignages d'OVNI, hein. Voilà, c'est chercher les éléments qui concourent et qui reviennent d'un témoignage sur l'autre. Donc là, on n'était pas complètement dans les choux quand même. Mais effectivement, ça suffit pas. Je suis d'accord avec vous. Donc, clairement, pas suffisant, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est toujours enfin, lui, ce qu'il dit clairement dans le truc, c'est clairement, c'est le propos de fond. Il s'intéresse pas du tout aux détails. Il écarte complètement le détail. Donc, à mon sens, c'est complètement biaisé comme manière de faire. C'est-à-dire qu'il va Ah s'intéresser oui. que, là, c'est des discours en plus chrétiens pour la plupart, si je me rappelle bien pour le coup. Et en gros, s'ils disent tous que Jésus est ressuscité, il va s'intéresser, ben voilà, Jésus est ressuscité. Par contre, après, que les détails ne se corroborent pas les uns les autres, c'est pas très grave. Ça c'est pas gênant pour le coup. Ouais, c'est une façon d'écarter du doigt, le fait qu'il y a des incohérences quand même entre les ce qu'ils le disent à un moment donné, ils prennent un seul exemple, ils disent qu'ils rajoutent, le nom d'une femme à chaque évangile, qu'elle change de nom ou tu sais pas trop quoi. C'est Bah, ça. c'est loin d'être le minimum, hein, parce qu'en plus incohérent, il y a quand même le fait que les dates changent. Je lisais tout à l'heure du coup sur internet qu'effectivement, il y a un des évangiles, qui situerait plutôt la naissance, d'après ce qu'on sait de Jésus aux alentours de -8 ou -10 avant notre ère et l'autre qui le placerait plutôt à +3 ou +4. Donc il y a quand même, 10 ans d'écart entre les 2. Et ce serait Selon pas le 24 décembre aussi, je crois, la naissance? Ouais, il y a pas C'est forcément contesté. ça. Il y a le fait que le recensement, qui se fait à Bethléem et ça effectivement c'est attesté, on sait qu'il y a eu ce recensement. Il y avait par contre aucune indication historique qui nous disait que les gens auraient eu besoin de se déplacer pour y participer. Donc la raison pour laquelle, Joseph et Marie auraient été sur la route est pas forcément raccord non plus. Donc il y a ça comme incohérence notamment. Il y a le fait que, les dates du coup, on le sait à cause du calendrier astronomique, ça tombait soit en l'an 27, soit en l'an 30, soit en l'an 33, si je dis pas de bêtises. À la Pâque juive à chaque fois, puisque ça par contre c'est marqué partout, donc il y a pas trop de raison d'en douter et c'est justement la raison qui nous fait penser qu'il est effectivement assez probable que Jésus ait été mis au tombeau plutôt que dans une fosse commune. C'est évoqué dans le film également, mais par pur hasard en fait. Parce que c'était la Pâque juive et que du coup on mettait les gens au tombeau parce qu'on n'avait pas le temps de creuser, les fosses parce que c'était une période festive, tout simplement quoi. Voilà. Donc il y a plein d'incohérences comme ça qui existent aussi Oui. dans les évangiles et qui font que les évangiles ne peuvent pas être considérés de facto comme fiables, mais ça en fait quand même des sources historiques après, mais des sources gnostiques du point de vue des historiens, elles sont à prendre avec des pincettes. Oui, bien Et sûr, faut pas prendre tout ce qui est dit, voilà, faut les comparer, comme on fait avec,
tout document. Mais effectivement, le fait qu'il y ait des incohérences, en fait, le fait qu'il les balaye comme ça, c'est clairement, encore une fois, du cherry picking. C'est-à-dire, on va prendre ce qui va corroborer la situation et tout ce qui corrobore pas, bah, c'est pas grave, c'est du détail. Comme ça, je Ouais. le prends. J'aurais aimé qu'on ait Manon Bril pour parler de tout ça avec nous. Ah oui. Oh, Voilà. t'inquiète pas, on aura d'autres films sur Jésus, à la limite, ça pourrait être pas mal. Il y a un autre film qui s'appelle La Résurrection de Jésus, d'ailleurs, distribué en France par la même société. Allez, c'est Donc, parti, on est chaud. prochain Vas-y. partenariat avec Manon Bril. Si Manon Bril nous écoute, fais-nous signe. Oh, on a fait à peu près le tour des arguments ou pas? Je crois, non? Oui, c'est ce que, Ouais. ce que j'allais Bah, dire, moi, justement. ouais, moi, il y a un côté, il y a un côté peut-être que j'aimerais amener en conclusion de moi, ce que j'ai pensé du film, en tout cas, quoi. Peut-être après, chacun pourra apporter une conclusion aussi. Mais il y a un côté où, pour moi, ce journaliste, tout au long du film, a une démarche où il fait des recherches, il fait des recherches, il fait des recherches. Il n'arrive pas, finalement, à prouver que Jésus n'a pas existé. Et ce qui l'amène à croire finalement et à rejoindre sa nana dans la croyance, c'est l'amour. C'est pas l'épreuve. Et qu'au final, s'il y a bien un aspect sceptique à ce film-là, c'est que c'est pas la croyance, enfin c'est pas l'épreuve qui l'amène à la croyance. C'est quelque chose de tout aussi impalpable. C'est beau ce Et que c'est tu pas dis. oui, hein, c'est beau, c'est vrai. Hein. Non, mais non, C'est non, dit mais c'est dit plusieurs fois, ouais, effectivement, tu as raison. Ils en parlent, hein, ils parlent de l'amour comme quelque chose d'aussi impalpable que la foi, c'est vrai, hein. Ils ont cette conversation dans la voiture, je crois, c'est ça? En fait, Ouais. oui, En c'est ce qui vrai, le fait. Et en fait, les faits le font. Le fait qu'il n'arrive pas à prouver l'inexistence de la résurrection de Jésus sont ceux qui vont l'amener dans le doute. Et à un moment, en fait, c'est ça. Il faut qu'il tranche le doute. Soit il accepte en fait d'être dans. Euh, c'est ça. Soit il accepte de rester athée sans avoir de preuve en fait de l'inexistence de la résurrection de Jésus. Soit il accepte ça et surtout, comme tu dis, il choisit plutôt le côté entre guillemets de l'amour, de rejoindre sa femme et enfin voilà, de faire un choix qui correspond un peu plus en fait, enfin qui. J'ai l'impression qu'il sait même que ce choix n'est pas rationnel au final, mais qu'il s'en oui, fout. oui, 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 oui. oui. Je Ça suis pas complaît. si sûr que vous, parce que quand même, après, je sais Ah, pas si c'est pour résoudre sa dissonance cognitive, mais le personnage historique de Lee Strobel, il est quand même allé très à fond dans le truc, hein. À la fin, je sais pas si vous vous souvenez des panneaux, mais il a quand même écrit plusieurs bouquins sur le sujet. Sa fille a commencé à écrire aussi, son fils pareil. Enfin, t'entends du rock chrétien un peu tout le temps. Ils sont Comme ça. tous à fond en Ok. famille dans le truc, hein. Ah ouais, non, mais c'était ma lecture un peu utopique du bazar. En fait, Non, les faits bah, viennent avant, mais ils sont quand même fondamentaux, quoi. Mais ça, c'est bien encore, à mon sens, la vision évangéliste de Dieu. C'est-à-dire que l'Église romaine, par exemple, certains représentants de l'Église romaine n'ont pas besoin d'avoir de preuves de l'existence de Dieu, puisque la foi suffit. Justement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on a la foi, c'est bon, il n'y a pas besoin de preuves. L'Église Ouais. évangéliste, elle a besoin de preuves, elle, par contre. Elle a besoin, voilà, parce que notamment, c'est une église qui est expansionniste et qui est entièrement centrée sur la propagande et sur le fait de vouloir rattacher les gens, ce qui est le but de ce film. Et donc, il faut faut des preuves, il faut des faits pour attirer les gens, et ça se base beaucoup là-dessus, quoi. Et après, à partir du moment où les faits, on peut pas les trancher, et ben là, on va sortir l'argument de l'amour, et puis bah, c'est comme je disais, hein, c'est-à-dire quand on fait un côté gentil et un côté méchant, qui est le côté gentil, c'est le côté croyant, et le côté méchant, c'est le côté athée, bah voilà, le choix entre guillemets est vite fait. Dans la représentation du film, hein, si c'est faux, je suis si c'est pas. ça qui te fait réagir. Ouais, non, mais j'ai pas vu la fin comme ça, moi. En fait, moi, pour moi, la fin, elle sauve un tout petit peu le film, entre guillemets. Parce que il y avait un truc qui me gênait pendant tout le film, c'est qu'il parlait de foi. Or, le journaliste était à la recherche de l'existence de Jésus. La foi, c'est pas croire en Dieu. La foi, c'est ressentir l'amour de Dieu. C'est pas tout à fait pareil que la croyance, la foi. La foi, tu ressens l'amour de Dieu. La croyance, c'est la croyance en Dieu. Il y a des gens qui sont croyants, qui n'ont pas forcément la foi, qui ressentent pas forcément quelque chose. Et pour moi, voilà, pour moi, il peut pas y avoir d'autre croyance en Dieu que la foi, finalement. Et bon, ça, c'est mon opinion personnelle due à ma propre expérience.
Et du coup, je pense, enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est un mec qui va avoir le déclic, qui va se dire: «OK, j'aime ma femme, donc je vais, accepter les choses que j'ai en face de moi». Parce qu'il aurait pu complètement tout jeter, en fait. Il aurait pu tout envoyer buller. Je veux dire, avoir des preuves sous les yeux, je peux vous dire que, ça aide pas forcément à changer d'avis. Mais je Donc pour pense toi, que ce il qui se développe passe pas la foi? Il développe la croyance, mais pas la foi? Ou je suis pas sûr de te suivre. pour moi, ça va se passer avec sa femme au moment où il va lire la Bible, que la foi va peut-être commencer à arriver. D'accord. Mais je pense qu'avant, il est dans quelque chose comme: «OK, là, j'ai quand même vachement de gros doutes. Je suis face à quelque chose qui me dépasse complètement. Ma femme, elle y croit, je pense que c'est son amour pour sa femme qui va lui laisser arriver à une fois essayer avec elle et que là, il va avoir le déclic. Mmh. Voilà, j'ai peut-être pas bien compris, mais en tout cas, moi, j'ai vu ça comme ça. Après, il y avait tout le côté que tu avais développé, Geoffrey, je crois que c'était avant qu'on commence l'enregistrement de l'émission, sur le fait qu'il était dans une position aussi extrêmement compliquée. Donc, je sais plus comment tu avais dit ça exactement. Il est en train de, entre guillemets, il est en train de perdre sa femme parce qu'il se comporte comme un connard et puis ils sont pas. Parce que voilà, il n'est pas capable de vivre avec quelqu'un qui a une croyance et que c'est vraiment quelque chose qui les gêne dans leur couple. Il perd son père, il échoue dans une de ses enquêtes, ce qui amène une personne à mourir alors qu'elle était innocente. Et donc tout ça aussi, ça peut expliquer aussi voilà, son revirement. C'était ça que tu Oui, disais tout à l'heure, je crois. c'est ce que je disais sur la culpabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, il est dans une optique où, il est vulnérable parce qu'ils se sont coupables de ne pas avoir rendu, l'amour que son père voulait lui amener sur la fin de sa vie, qui lui avait fait défaut dans son enfance. Coupable de ne pas répondre à l'amour de sa femme qu'il aime inconditionnellement, même alors qu'il est, violent, imbuvable, et odieux avec elle. Coupable, d'avoir fait une erreur, dans son métier qui a provoqué l'incarcération d'un innocent, et cetera, et donc en fait, finalement, c'est par culpabilité qu'il cède au poids des arguments, fussent-ils faux, et qu'il décide effectivement de trouver la foi, qui en fait vient comme, une façon de résoudre une dissonance cognitive. Pour moi, d'un point de vue, purement psychologique, je suis certes pas du tout expert du sujet, donc ne me prenez pas du tout au mot là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, il se dit, «Est-ce que finalement j'ai raison de faire tout ça?» Le doute s'empare de lui, et donc pour expulser ce doute, la solution la plus simple qui lui apparaît, c'est de se mettre à croire, et pour moi, c'est aussi Oui. simple que ça, Oui, et l'explication. puis c'est vrai qu'on peut préciser que c'est un sceptique, mais un sceptique croyant en fait. Enfin, il n'a pas le doute puisque pendant toute son enquête, en fait, il veut prouver que la résurrection de Jésus est impossible et qu'il n'a pas Oui, oui, forcément. de la même façon que pour Mmh. l'autre enquête du film, il veut prouver que, le mec est coupable et en fait, il se trompe complètement, quoi. Et c'est Ouais. ça, exactement. Bon, ça, c'est aussi pour te dire: «Eh regardez, il est faillible, et s'il a échoué une fois, il peut échouer une deuxième». Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bon, la Et mais s'il avait conclusion. écouté l'amour, il aurait rabiboché avec son père, il aurait peut-être mieux fait son enquête et cetera. Donc c'est toujours l'amour aussi qui revient comme étant le finalement, entre guillemets, c'est le combat entre l'enquête, factuelle et l'amour et c'est l'amour qui l'emporte, quoi. Mmh. Ah oui, d'accord. Ouais, OK. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, Je vous je suis trouve, d'accord aussi. je vous trouve dur, les gars. Je vous trouve vraiment Après, moi, dur. j'aimerais rajouter justement sur la forme de ma propre conclusion, tu me diras si c'est faux, si tu es d'accord ou pas. Est-ce Je qu'on va pense avoir un désaccord aujourd'hui, Geoffrey? Non, non, je t'inquiète pas. Je pense que, ce film-là, finalement, heu, il est quand même, utile pour nous rappeler aussi finalement qu'il faut faire preuve de bienveillance, face à la possibilité de la croyance, de l'existence des choses ou pas, et surtout dans nos réactions, en fait, là où nous, on peut Arrêtez décider avec de le ne pas croire, face à une absence d'arguments, le propos, de gens qui croient, et de dire, beh, s'il y a pas de preuves, on peut décider de croire quand même. Beh, cette démarche-là, elle est personnelle, au fond, elle appartient à Mmh. chacun. Donc, Ouais. il y a aucune raison de la remettre, en question si elle nous apporte, du bien-être, hein. Si on en tire une souffrance, c'est une autre paire de manches.
Mais que donc ça, il faut bien garder en tête que c'est des choses qui nous départagent les uns des autres aussi, et qui vont faire partie du respect élémentaire entre les gens. Mais j'ajoute à ça quand même que dans le film, le héros, il en déduit que parce que il pourrait croire et qu'il commence à le faire, il faudrait aussi qu'il se mette à accepter la totalité du dogme de l'Église évangéliste, en l'occurrence, du coup. Pas forcément le dogme chrétien, mais dans son ensemble, mais on est à peu de choses près sur la même chose. Et non, il y a pas un ensemble comme ça congru. Dites-vous bien que si vous avez l'intention, vous, en tant qu'auditeur et auditrice, de croire à un moment donné, vous n'êtes pas obligé de foncer à tête baissée dans une religion qui vous apparaît très dogmatique, si c'est le cas aussi. Voilà, vous pouvez très bien rester avec votre croyance aujourd'hui sans que les gens soient obligés de dire ah mais attends, si tu crois alors c'est que tu es obligé de te conformer au rite, de te baptiser, de te machin, de te ci, de te mi. Non, voilà. Amen, Vous êtes Geoffrey. libre dans vos croyances. Voilà, ce sera le mot de la fin pour moi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Je Le seul point où je reviendrai sur ce que tu dis, enfin, je suis d'accord avec tout, c'est juste sur la représentation du film pour le coup. Là où le film, c'est encore une fois extrêmement puant, c'est que le film représente, enfin, n'admet l'amour que du côté de la religion et pas du tout du côté pour le coup des athées. Et ça, pour le coup, c'est absolument puant. Alors qu'en vrai, la vérité, C'est vrai. voilà, l'amour entre guillemets est partout, parce que Dieu est partout peut-être, non? Mais non, c'est voilà, c'est le c'est vraiment le problème de toute façon des entre guillemets des évangélistes, en tout cas de ce film-là et de la représentation que ce film-là montre, c'est que voilà, l'amour est uniquement du côté de la religion et ne peut pas être du côté des athées. Reste à si c'est faux à conclure du coup, tu auras le mot de la fin. J'ai le mot de la fin. Allez tous vous Pizza. faire voir. Non, pizza, ça va tout le monde? Non, voilà, je reste sur ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que le film n'est pas inintéressant, mais il est très mal mené. Moi, le plus gros problème, c'est le manque de contradiction. Voilà, que je trouvais vraiment. Je pense que c'est ce qui a rendu pour moi le film inintéressant vraiment et ennuyant, c'est qu'il n'y a pas de contradiction, ça va dans un sens. J'ai pas de problème avec les films qui ont des partis pris, mais c'est des films qui m'ennuient. Voilà. Après, je vous trouve vous un petit peu dur, Vivien et Trotsky envers les personnages. Oui, c'est un film de propagande, c'est même pas un film qui Oui, de parti pris. mais d'accord, mais c'est un film de propagande, d'accord, mais il y a quand même des persos, je trouve, qui sont bien écrits, qui sont plus ou moins cohérents, à part juste à la fin, le mec, je trouve que ça va beaucoup trop vite. Voilà, mais après, oui, si on regarde d'un point de vue sceptique, c'est une catastrophe, hein, on est d'accord là-dessus. C'était Il y a des films de une propagande qui horreur. sont très très bien. Moi, j'ai regardé La Ah classe oui. ouvrière va au paradis il y a pas longtemps, c'était excellent. Tu prends Eisenstein ou Leni Riefenstahl, hein, Eisenstein, propagande communiste, considéré comme des plus grands films de l'histoire du cinéma, avec Pierce Potemkin, etc. Ouais. Même si certains ne considèrent pas ça comme un film de propagande. Et ou Leni Riefenstahl aussi, pareil, ou Le Triomphe de la volonté, qui est un film de propagande nazie, est considéré comme un des meilleurs films de l'histoire du cinéma aussi. Il y a des très très bons films de propagande, hein, avec des idées absolument puantes. Bon, bah là, pour le coup, on est sur un truc, comme on le disait, très classique, pour le coup. C'est ça. Point Godwin Qui ne de révolutionne pas Technique. le cinéma. Voilà, on va terminer sur un point Godwin, c'est parfait. Je voulais juste rajouter que voilà, le film m'a ennuyé, m'a pas captivé. En tant que sceptique, il m'a beaucoup énervé. Mais quand même, je le conseille parce que moi, ça m'a fait réfléchir un petit peu à ma propre croyance parce que voilà, je leur dis en ce moment, c'est un peu compliqué. Mes ex-croyances me manquent, le réconfort que j'avais avec. Tous les amis que j'ai perdus à cause du Covid, et ça continue d'ailleurs, hein, il y en a eu de nouveaux là. Ils sont tous Mais en ce morts? moment, non, mais ils veulent plus me parler parce que, en fait, le problème, c'est que ils acceptaient que je sois sceptique et que je fasse des vidéos. Mais là, comme je suis partout dans les journaux, dans les podcasts et dans des livres, ils supportent plus. Donc, ça nous a éloignés. Mais bon, bref. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà. Et du coup, en ce moment, bah, des fois, ça m'arrive, je vois l'église en face de chez moi et je me dis, why not, tu vois. Et en tout cas, le film m'a fait réfléchir, moi, voilà, sur ma propre croyance en Dieu, sur ce que ça pourrait m'apporter ou pas. Donc ça reste intéressant. Tu serais un exemple assez intéressant de gens qui retombent dans la croyance, parce que j'en connais pas beaucoup. Mais en fait, Des gens ce qui déconvertis qui retombent dans la croyance.
Non, mais en fait, si tu veux, moi, j'ai bien conscience qu'en ce moment, je suis à la recherche de quelque chose qui va me réconforter. Donc je me méfie de ce début de questionnement que je me pose sur Dieu, parce que je sais bien que... enfin, je me dis, attends d'être dans une meilleure période de ta vie, parce que là, de toute façon, tu vas être complètement biaisé par le fait qu'en ce moment, tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, mais qui va te faire du bien. Donc voilà. En tout cas, moi, le film, voilà, il m'a aidé à réfléchir un petit peu à ce que je traverse en ce moment. Et voilà, c'est intéressant. Bon, après moi, pour mon mot de la fin, juste une petite fun fact avec un déshonneur par association, parce qu'on aime toujours ça. C'est que un site, le site de la communauté de l'Emmanuel, donc communauté religieuse catholique, a apporté le film en disant que c'était un grand film, voilà, dont il y avait qualité artistique indéniable, les fameuses. Il faut savoir que c'est aussi un film une communauté qui a aussi projeté en son sein le film M et le troisième secret du fameux Pierre Barnerias, notre réalisateur chéri de Hold Up. Donc voilà, la boucle est bouclée. Non, je sais pas quelle boucle est bouclée. Juste tout à l'heure, il y avait Robin qui disait dans le chat que Jacques Grimaud aussi, il a fait des recherches. Ok, donc je vous propose qu'on passe à la clôture de cette émission. Donc je vais remercier donc tous les auditeurs qui nous ont suivis donc là ce soir, à la fois sur le Twitch de Si C'est Faux et sur le Discord de Cinétique. Merci à vous d'être ici, de nous écouter. Et puis je remercie aussi tous les auditeurs qui vont nous écouter en podcast. Continuez à nous écouter si ça vous passionne, et à partager si vous estimez que notre travail est assez intéressant pour être partagé. En tout cas, on l'espère. N'hésitez pas à faire vos critiques aussi si vous estimez qu'on a encore des choses à améliorer, ou si vous voulez apporter des choses sur le fond de l'émission. Je voulais remercier aussi tous nos chroniqueurs de ce soir. Donc merci à toi, Geoffrey, d'avoir été ici. Avec plaisir. Merci à toi, Si C'est Faux. Bah, quand tu veux, mais par contre, la prochaine fois, est-ce qu'on peut parler de Kong? Non, on a dit des films sceptiques, pas Kong. Et puis on a dit des bons films aussi. Et puis moi, j'estime que je maintiens cette vérité. Jésus l'enquête est un meilleur film que Kong. Oh là là là. Je proteste et je demande remboursement. Moi, j'ai pas signé pour ça. Cinétique, j'ai signé pour prendre du fun. C'était pas fun du tout. Et je suis le token geek. Alors, à un moment, il va quand même falloir parler un petit peu. C'est le premier film de l'Antisepticothèque, et je crois le seul de l'Antisepticothèque qu'on va traiter cette année. On va y aller par dose homéopathique, d'accord? Mais il faut quand même en parler un peu, parce que franchement, des fois, ça fait quand même du bien de se lâcher. Faut avouer. Peut-on parler de Tom Hiddleston, me demande-t-on dans le chat. Faisons ça. C'est moi. On parlera de Loki. Dangereux comme sujet. On fera une émission spéciale. Ouais. Et donc, je voulais aussi remercier Troutski d'avoir été là avec nous. Avec un grand plaisir pour la deuxième fois. Et du coup, moi, ce que je fais sur ma chaîne Twitch, tant que j'ai pas encore trop de viewers, je prends une soirée, j'appelle ça les soirées Zflix, et je regarde le film qui va venir pour le prochain podcast de Cinétique. Du coup, si vous voyez passer soirée Zflix sur mon Twitch, vous pouvez venir regarder le film du prochain podcast, du coup. Comme ça, vous saurez de quoi on parle. Voilà. Et donc, sur le coup, je voulais aussi te remercier, Troutski, parce que c'est toi aussi qui va donc faire le montage de l'émission. Oui, je vous ai trouvé dissipé ce soir. Je sais pas si c'était un cadeau exprès pour mon premier montage, mais merci beaucoup. Non, c'est comme ça tout le temps. Non, c'est pas vrai. Je nous ai trouvé très disciplinés la semaine dernière. J'ai trouvé que le montage. Je me suis dit que le montage allait être super facile la semaine passée, justement. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons ciné-sceptiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et mettez vos masques au cinéma. Ciao. Ouais, c'est bien. Bye bye. Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit? J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartes anciennes, des hypnotiseurs. Les théâtres font salle comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.